Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier nos collègues du groupe RDSE de nous permettre de débattre de ce sujet fondamental. Les terres rares, ces 17 métaux stratégiques, cristallisent l'ambivalence des transitions contemporaines. Indispensables aux smartphones, éoliennes, véhicules électriques, panneaux solaires et systèmes d'armement de pointe, elles incarnent un dilemme fondamental. Concilier décarbonation de l'économie, autonomie industrielle et préservation des écosystèmes. Ce défi à la croisée de la géopolitique, de l'écologie et de l'économie révèle les contradictions d'un modèle de transition fondé sur une exploitation minière intensive, souvent externalisée vers des zones à faible protection sociale et environnementale. Ce modèle économique a eu également pour conséquence, dans des pays comme la France, une diminution du soutien à la recherche publique, non seulement dans les domaines miniers, mais aussi dans le domaine de la métallurgie, ainsi qu'une perte de savoir-faire et de compétences sur ces sujets. Ce paradoxe interroge la viabilité d'une stratégie axée sur la substitution technologique plutôt que sur la sobriété matérielle. Si les réserves mondiales des terres rares sont géologiquement dispersées, la Chine contrôle 86% de la production mondiale et près de 90% des capacités de raffinage. En 2010, la réduction drastique des quotas d'exportation chinois a provoqué une flambée des prix, rappelant la vulnérabilité des économies occidentales. L'Union européenne, qui importe 98% de ses terres rares de Chine, voit sa transition verte menacée. Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, ces besoins devront être multipliés par 26. Les secteurs clés restent structurellement dépendants de ces métaux critiques. Face à ce risque systémique, l'UE a adopté en mars 2023 un règlement sur les matières premières critiques fixant des objectifs contraignants d'ici 2030. Des partenariats stratégiques ont été noués avec l'Australie, le Canada et plusieurs pays africains. Toutefois, ces initiatives peinent à contrebalancer l'hégémonie chinoise. Or, si la dépendance stratégique est essentielle, l'extraction des terres rares, majoritairement effectuée à ciel ouvert, génère des dégradations majeures en termes écologiques et des violations des droits humains. Pire, le partenariat UE-Rwanda, censé promouvoir des chaînes d'approvisionnement durables, fait de l'Europe la complice de recel de crimes de guerre. C'est pourquoi nous n'avons de cesse d'appeler à l'abrogation d'urgence de cet accord, vu comme une légitimation de fait de la fraude et du pillage de la RDC. Le capitalisme extractiviste reproduit des logiques coloniales, alimentant des conflits locaux et privant les États producteurs de toute valeur ajoutée industrielle. Or, nous ne pouvons pas fermer les yeux face à cette contradiction majeure, promouvoir le Green Deal européen et continuer l'importation massive des terres rares extraites dans des conditions non durables, externalisant ainsi notre empreinte écologique. En effet, le règlement REACH, bien que strict sur les substances chimiques, ne s'applique pas aux procédés miniers extraterritoriaux. Face à ces enjeux, l'Union européenne mise sur la relocalisation partielle de la production avec 47 projets miniers stratégiques dans 13 États membres. Mais réduire la dépendance en développement des capacités nationales suppose une maîtrise publique de l'ensemble de la chaîne de valeur des terres rares, de l'extraction au recyclage et l'exploitation. Cela devrait se faire en France, par exemple, sous l'égide d'organismes publics comme le Bureau de recherche géologique et minière, avec des garanties environnementales et sociétales de haut niveau. Qu'en pensez-vous, Madame la Ministre ? Il est également à noter que moins de 1% des terres rares sont recyclées mondialement en raison de leur dispersion dans les produits et de l'absence de filières structurées. C'est pourquoi il ne faut plus se contenter d'apprécier les produits finis en termes écologiques. Il est nécessaire d'examiner si le processus d'extraction de leurs composants et ceux de leur fabrication industrielle ainsi que de leur recyclage sont respectueux ou non de leur environnement. Pour sortir de cette impasse, il faut responsabiliser les fabricants de la gestion des déchets en fin de vie, incluant la collecte, le recyclage des terres rares dans leurs produits. Investir massivement dans l'économie circulaire en faisant du recyclage une priorité industrielle s'impose. Impliquer les citoyens dans les choix miniers via des conventions climat régionales est également une nécessité. Il nous faut aussi et surtout repenser la maîtrise de la demande comme pilier de la transition et non comme une contrainte. La voie de la sobriété et de la justice climatique n'est pas une contrainte, mais une condition sine qua non pour une transition réellement durable. Par ailleurs, Madame la Ministre, la France ne devrait-elle pas aussi être partie prenante au niveau national, européen et international d'un développement de la recherche en matière minière dans le monde et de la mise en place d'un cadre légal
qui oblige les entreprises à respecter pour le moins des règles comparables à celles en cours dans l'Union européenne, tant en ce qui concerne l'extraction que le recyclage. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame la Ministre pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Marianne Margaté. Vous avez évoqué ce besoin de concilier un certain nombre d'enjeux, en rappelant toutefois l'importance aujourd'hui des importations au niveau de l'Union européenne par rapport notamment à un certain nombre de métaux qui proviennent de la Chine. Vous rappelez ici qu'il y a un objectif qui consiste à pouvoir disposer d'une souveraineté qui nous contribue et qui constitue à pouvoir avancer dans tout le sujet de la transition écologique. Il nous faut pouvoir intervenir dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Pour autant, la question de la sobriété peut être posée, et vous l'avez d'ailleurs posée, et vous redire qu'à chaque fois qu'il est possible d'éviter ou de réduire la pression sur les ressources, effectivement, il faut que ce soit la priorité. Cette politique dessine des orientations dont certaines ont déjà démarré avec la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, où cette dernière vise à augmenter la durée de vie des produits, favoriser leur répétabilité avec la mise en place d'un indice de répétabilité. Elle a amélioré d'ailleurs l'information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales. Finalement, s'il y avait 3 points à retenir, 1, c'est favoriser la substitution des matières premières critiques par des ressources plus abondantes. 2, limiter l'intensité matière dans les produits, c'est-à-dire travailler sur des technologies alternatives et prendre en compte tout ce qui concerne le recyclage. Et 3, orienter la consommation vers des produits et services plus économes en ressources minérales. Pour autant, il y a un sujet effectivement de partage des ressources avec les générations futures qui doit nous conduire effectivement à prendre en compte cette exigence de sobriété dont vous avez fait état. Merci Madame la Ministre. Madame Margaté, vous avez 1 minute de réplique si vous le souhaitez. Oui, Madame la Ministre, merci pour ces éléments. Je voulais saisir cette occasion également pour insister sur un point. En 2023, une déclaration d'intention entre la France et la RDC a été signée sur les métaux critiques. Pour notre groupe, ce partenariat devrait permettre non seulement d'extraire, mais d'accompagner également la transformation des matières premières en RDC même, pour que la richesse de ce pays serve à son développement et à la satisfaction des besoins fondamentaux de sa population. Je vous remercie.